Bienvenue sur Africa 24, poussée à l'exil par le génocide rwandais, puis recrutée aux Nations Unies, où elle a fait plus de 40 ans de carrière. Notre invité du jour a publié cette année son premier ouvrage, 600 pages rassemblées sous le titre « Ferme ta bouche », paru aux éditions Les Deux Encres, entre racisme et harcèlement, plongeant dans l'univers impitoyable des Nations Unies avec Zita Naramé. Bienvenue sur Africa 24 et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir, merci de me donner la parole. Oui, j'ai publié ce livre, c'est un recueil qui rassemble tous mes souvenirs, tout un vécu des années 50 à nos jours. Alors Madame Naramé, vous dénoncez dans ce livre plusieurs dysfonctionnements au sein des Nations Unies, un récit inspiré de faits réels. Racontez-nous votre expérience. Je n'aurais jamais pensé écrire, je ne suis pas écrivain, je suis juste un auteur d'un récit. Je n'aurais jamais écrit si je n'avais pas été victime de harcèlement, de discrimination raciale dans une agence des Nations Unies. Vous savez, c'est une entité tellement respectée, tellement respectable, qui se bat pour la diversité des peuples, la paix dans le monde, bâtisseur de paix. Je ne m'attendais absolument pas à vivre dans cet organisme-là un acte de discrimination raciale fait ouvertement, et j'ai remarqué que j'étais au cœur d'une institution gangrénée parce qu'on a tenté de m'empêcher par l'intimidation de saisir les organes de recours pour dénoncer l'acte dont j'étais victime. Mon harceleur était américain, on le disait proche de Bush, ce qui n'était pas vrai. En réalité, il était venu avec un plan bien précis pour escroquer. D'ailleurs, il a bien réussi parce qu'il est parti avec plus de 20 millions d'euros. Comment expliquer, Madame Naramé, que les Nations Unies, censées être des bâtisseurs de paix et d'unité entre les peuples, se livrent à de telles dérives? Ce paradoxe est-il récurrent? Le paradoxe, les Nations Unies, je pense qu'ils évoluent, les Nations Unies évoluent dans un monde en pleine évolution, dans un monde en changement, en continuel changement. Et le monde des Nations Unies a évolué également. Les fonctionnaires n'y vont plus par idéal, ils n'ont pas d'idéal à partager. Beaucoup, il y en a certains, bien sûr, beaucoup qui ont un idéal à partager, à vivre, mais beaucoup y vont aussi pour faire carrière, pour avoir des postes bien rémunérés. Et tout est question de pouvoir et tout est question de le conserver. Parce que j'ai remarqué une grande corrélation entre ce qui s'est passé au Rwanda pour le génocide, les 3 génocides, plusieurs génocides auxquels j'ai échappé, et la haine que j'ai vécue au sein des Nations Unies. Tout est lié. Venons-en justement au Rwanda. Nous l'avons dit, vous avez été poussé à l'exil par ce génocide. 20 ans après, quel regard portez-vous sur l'évolution du Rwanda, à la fois sur le plan politique, économique et social? Le Rwanda évolue, le Rwanda avance, le Rwanda... le FPR de Paul Kagame a récupéré un pays par terre, dévasté, détruit, totalement détruit. Il n'y avait plus que les morts à enterrer, il n'y avait plus âmes qui vivent, il n'y avait plus de fonctionnement, il n'y avait plus de postes, plus de banques, plus de structures. Le pays est maintenant reconstruit et le pays est en marche. Et qu'en est-il de la réconciliation nationale? Pensez-vous vraiment qu'il est possible de tourner la page? La réconciliation, c'est une question de temps. Le Rwanda, en tout cas, s'y emploie. Il a instauré un système de justice traditionnelle pour pallier à la déficience du tribunal international qui ne peut pas juger 6 millions de génocidaires. On calcule qu'il aurait fallu 150 ans pour venir à bout de tous les jugements. Donc le Rwanda a instauré un système de jugement traditionnel pour que la justice puisse s'établir peu à peu. Le processus est en route, mais évidemment, il existe une cohabitation entre les génocidaires et les rares victimes. Ce n'est pas possible d'exiger de ces gens-là d'avoir un pardon quand on est en face du tueur qui a exterminé sa famille. Cela prendra du temps. Alors le Rwanda est salué par certains pour son bilan économique et diabolisé par d'autres pour son rôle dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Quel regard portez-vous sur le mandat du président Paul Kagame?
Je ne voudrais pas m'avancer dans ce qui se passe à l'est du Congo parce que ce n'est pas du tout le but de mon livre. Mon livre parle de mon expérience, de ce que j'ai vécu au Rwanda, les génocides, et de mon expérience exceptionnellement longue à l'ONU. Vous avez tout de même un avis je n'ai pas un avis sur ce qui se passe à l'est du Rwanda parce que je risque de dire une bêtise sur une politique, sur une géopolitique que je ne maîtrise pas. Un avis sur le mandat actuel du président Paul Kagame. Je ne sais pas à quelle époque il va terminer son mandat actuel. Je ne sais pas quand le mandat s'achève exactement. Mais mon regard de Rwandais, c'est un Rwanda. Paul Kagame a fait une politique de gouvernance qui est copiée, qui est enviée dans toute l'Afrique. Je salue Paul Kagame pour ce qu'il a fait pour le Rwanda jusqu'à présent. Et j'ai peur, ma peur, c'est que s'il quitte le pouvoir actuellement, peut-être un chaos va s'installer de nouveau. Madame Naramé, comment voyez-vous l'avenir du Rwanda, ou plutôt qu'espérez-vous pour le futur du Rwanda? La paix, bien entendu, pour que nos enfants, pour que le monde entier puisse, les enfants du monde entier, les enfants du Rwanda puissent s'y sentir en paix. Merci Zita Naramé d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes écrivaine d'origine rwandaise. Vous avez publié ce livre aux éditions Les Deux Encres. Je vous remercie. Merci à vous. C'était l'invité du jour. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'information continue.